Nous y voici. Donc, pourquoi le catalogue digital sur mobile est bien plus qu'un PDF? Christophe, c'est un sujet d'actualité, hein, puisqu'évidemment, il y a WePub qui arrive et c'est un sujet qui est aussi à sa place dans ta commission. C'est un vrai sujet, effectivement, d'actualité, parce que le WePub, c'est une vraie évolution au marché, même si à date, ça reste une expérimentation. Toujours est-il que sur le canal, qu'on va appeler le canal du catalogue promotionnel, ça change potentiellement la donne. En tout cas, ça interroge beaucoup. Très bien, alors je vais accueillir. Merci Christophe, on te reprend après la table ronde pour un mot de conclusion. Et donc je vais accueillir nos trois speakers, dans l'ordre, Mathieu Lepoutre, Raphaël Lefebvre et Claire Normand-Loya. Bonjour Mathieu, on va commencer par vous. Alors vous êtes responsable, bonjour Mathieu, vous êtes responsable média 360 d'Auchan Retail. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre job ? Alors effectivement, mon job chez Auchan, c'est d'optimiser les choix médias, donc de faire la bonne allocation entre les médias digitaux, les médias offline et le track, qui est encore un média très puissant pour la GSA. D'accord, et on rappeler quelques chiffres peut-être sur Auchan Retail ? Alors, Auchan Retail, c'est pratiquement 15 milliards de chiffre d'affaires. Ah oui, c'est du sérieux là, Mathieu. On va vous écouter. Le digital, c'est environ des 10% de ce chiffre. Voilà, une grande partie qui est encore réalisée sur nos formats hypermarchés. Et puis, voilà, un chiffre qui se redresse. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour Auchan. Très bien. On accueille également Claire Normand-Loya. Bonjour Claire. Bonjour à tous et à tous. Donc, directrice générale adjointe de Mediapost, hein, c'est ça, et des solutions business de Mediapost. Vous êtes une postière ? Je suis une filiale de la Poste. Donc, Mediapost, vous le connaissez, c'est une entreprise qui intervient sur la communication de proximité, à la fois avec des expertises data et géomarketing et évidemment le média que vous connaissez tous très bien, l'imprimé publicitaire. Mais on propose aussi, évidemment, en complément des leviers digitaux pour nos clients, puisque nous sommes partenaires Meta, nous sommes aussi Google partenaires. Notre métier, c'est d'accompagner les clients, notamment les retailers, dans tout ce qui est communication de proximité, sur le digital et aussi le print, pour avoir le mix média en local le plus pertinent. Donc, on va accompagner à la fois les centrales, mais évidemment aussi les points de vente en local. Quelques chiffres peut-être sur votre activité ? Oui, donc Mediapost, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, c'est 10 000 collaborateurs, et puis c'est un engagement depuis de nombreuses années sur la partie RSE, puisqu'on compense nos émissions carbone depuis 2012. Planter des arbres ? Et on a un programme différent pour compenser nos émissions carbone. Formidable. Raphaël Lefebvre, bonjour. Cliente, partenaire, retail chez Meta. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Meta, c'est le nouveau nom de la maison mère de Facebook. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je fais partie de l'équipe commerce au sein des bureaux de Meta France. Et dans ce département, on accompagne les grands retailers en France sur leur manière d'utiliser nos plateformes pour se faire connaître et pour générer du business. Et donc, du coup, on est sur le sujet catalogue. C'est un sujet que je porte aussi un petit peu en interne, la digitalisation du prospectus. Un grand sujet, effectivement, tu l'as dit, Jérôme, au début. Quelques chiffres chez nous. Donc, bien sûr, les plateformes Meta dans le monde, c'est 3,6 milliards de personnes. En France, c'est 40 millions de personnes rien que sur Facebook tous les mois, 28 millions tous les jours. Et on va parler un petit peu de WhatsApp aussi, je le sais. Donc, c'est 2 milliards de personnes WhatsApp dans le monde. Donc voilà, des plateformes assez importantes. Et en France, 35-36, hein, je crois, selon les chiffres Médiamétrie, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de chiffre officiel. Donc effectivement, ensuite, ça dépend sur quel chiffre on s'appuie. Mais oui. Mais c'est gros. C'est des gros volumes. C'est gros, effectivement. Donc, on est vraiment un média de masse et dans le cadre de la digitalisation du prospectus, c'est Très bien. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. On le disait, hein, depuis début septembre, on a enfin lancé l'expérimentation WePub. Hein. Alors, c'est encore assez limité, mais ça va probablement s'étendre d'ici 2025 à tout le territoire. Mathieu, comment vous interprétez les choses ? Est-ce que WePub, c'est non au papier et oui au PDF ? Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, vos consommateurs ? Alors déjà, peut-être, c'est une évolution plus qu'une révolution, même si effectivement, ça va potentiellement beaucoup impacter le paysage de la distribution des tracts. On était déjà dans une
dans un opt-out, hein, puisqu'on était jusque-là, et on reste d'ailleurs à 97,5% du territoire En stop pub, donc il faut que les gens manifestent leur opposition. Voilà, exactement. Et donc, on bascule de ce mode opt-out à un mode opt-in où il va falloir effectivement apposer un sticker WePub sur sa boîte aux lettres. Donc, ça concerne que 2,5% de la population. Ça aide finalement l'industrie à se transformer, à se préparer à effectivement une bascule qui va rechanger un petit peu le modèle. On va être sur des coûts d'impression qui ont déjà beaucoup augmenté, des coûts de distribution qui vont également aussi fortement augmenter, mais finalement un média qui va devenir, parce qu'il sera plus sélectif, il sera aussi plus efficace. Donc nouveau paradigme de ce point de vue-là. Et Mathieu, l'alternative au papier, c'est logiquement le digital? Alors, l'alternative au papier, ça passe par le digital, mais pas uniquement. On le voit d'ailleurs, il y a une forte croissance de la GSA que je représente sur les médias offline également. Donc oui, l'affichage, la PQR, voilà, la télé également. Enfin, radio, la télé. On voit l'engouement. On est alliance digitale, Mathieu. Il faut, voilà. Donc voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que on parle souvent de la digitalisation du catalogue. Elle passe aussi par d'autres médias et évidemment par le digital. Et au sein du digital, ça prend plusieurs formes. On a effectivement le copy-code du track dans sa version PDF, mais également des versions différentes, plus proches du e-commerce. Et finalement, c'est ce mix que l'on construit et que l'on travaille. Et c'est ce mix-là qui va répondre aux besoins des clients, puisque on le voit, hein, il y a encore pas mal de clients qui sont intéressés par ce format papier, beaucoup qui aussi basculent sur un format digital, et puis sur les formats digitaux, également un mix une grande variété différent. Exactement. On va y revenir. Claire, vous êtes évidemment en première ligne dans cette transformation du prospectus, du catalogue, et puis d'ailleurs elle a démarré il y a déjà quelques années. Hein. Comment vous analysez un peu ce phénomène chez Mediapost ? Alors, le sujet de la digitalisation du catalogue, elle s'accélère d'abord, à mon sens, parce qu'il y a une hausse forte des coûts du papier, plus qu'à travers l'expérimentation WePub, puisque l'expérimentation... On rappelle, 40% de croissance du prix du papier en 2 ans, hein, je crois. Ouais. Donc ça doit être dans ces environs-là, ouais. Et du coup, voilà, c'est ça qui a un impact actuel très fort pour nos clients. Sur la partie WePub, pour l'instant, ça reste une expérimentation qui va être évaluée. Donc moi, je ne dis pas, comme vous le sous-entendiez, que ça va forcément se généraliser dans 3 ans, parce qu'il y a un certain nombre d'impacts, et notamment des impacts sur le consommateur, qui, lui, reste extrêmement attaché au papier, puisque 52% d'entre eux disent préférer recevoir les promotions en papier. C'est normal, hein, c'est un média qui permet de capter l'attention et puis d'avoir accès à toutes les promos facilement. Donc, ceci étant, oui, il y a toute une partie des évolutions aussi de consommateurs pour certains qui nécessitent d'autres formes de communication et notamment digitale. Et là, je pense qu'il faut être sur des formats qui peuvent être différents justement du papier, parce que le papier, c'est 4 minutes de lecture en moyenne d'un catalogue. Quand vous êtes sur le digital, il faut une expérience différente. Donc, le simple PDF, même si ça existe, c'est pas forcément ce qui va retenir leur attention. Donc, nous, on va faire plutôt le choix dans notre Off Smart Catalogue de catalogue digital, d'analyser la zone pour pouvoir, comme sur l'imprimé publicitaire, être pertinent dans la communication et avoir des contenus qui sont adaptés au profil des clients de la zone, et de ne cibler avec ces contenus que des gens qui vont être attachés, intéressés par ces contenus. Et on va mettre en avant les produits phares pour ces clients-là en fonction de leur profil. Et après, vous pouvez accéder à l'ensemble du reste de l'offre ou aussi du e-commerçant. Mais ce n'est pas une simple reproduction du PDF pour nous, en tout cas, le catalogue digital. D'accord. Raphaël, quel est votre point de vue chez Meta? On passe du papier au digital, mais quel digital? Est-ce que ça peut se limiter à un PDF, ou il faut aller, comme le disait Claire, vers des logiques plus interactives et plus multimédia? Mais alors, je suis d'accord avec Claire. Le premier réflexe qu'on a quand on pense digital, c'est d'avoir quelque chose d'assez moderne, d'assez interactif, quelque chose qui bouge. Et alors, on a des surprises aussi. On a interrogé nous-mêmes les Français l'année dernière, en 2021, avec Ipsos. Quand on leur pose la question, dans la catégorie des catalogues digitaux, entre un PDF, on tourne les pages, on feuillette les pages,
et entre un catalogue dynamique, interactif, qu'est-ce que vous préférez? Et on a quand même 54% des Français qui déclarent préférer le PDF. Donc, je pense qu'on a là un peu l'héritage aussi de plusieurs dizaines d'années où en fait les Français ont reçu des prospectus dans leur boîte aux lettres, donc ils ont pris des habitudes. Et forcément sur le digital, malgré le fait qu'on est sur un écran mobile, qu'il est plus petit, que la surface d'expression n'est pas la même, bah, on a quand même finalement en fait on retrouve ce bon vieux catalogue papier et ça rassure. Donc je pense que on est tous d'accord pour dire qu'on s'attend à des choses plus modernes. Dans les faits, dans les usages, aujourd'hui, on est en mesure de dire que le PDF a sa place. Ensuite, À sa place. Oui. oui, Est-ce qu'il n'y a pas un ensuite, sujet générationnel? C'est la question que je voulais poser. Est-ce qu'en fonction de génération, il n'y a pas forcément la même appétence pour le PDF ou le papier? Oui, je pense que même pour le papier, et Claire pourra le confirmer certainement, mais aujourd'hui, on voit encore énormément de jeunes qui consultent le papier. Ça dépend ensuite où est-ce qu'ils habitent, ça dépend ensuite comment ils ont évolué, etc. Mais globalement, on peut dire que oui, les plus jeunes préfèrent les formats interactifs, notamment les ruraux aussi. Alors, les citadins, je veux dire, alors que les ruraux vont préférer peut-être le format papier ou le format un petit peu PDF. Mais là-dessus, encore une fois, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul. Ce que nous, on recommande aussi, bien sûr, aux enseignes qu'on accompagne sur le sujet, c'est qu'il faut prévoir les deux cas. Il faut prévoir aujourd'hui une stratégie autour du PDF qui est très facile à mettre en place. Pourquoi? Parce que le PDF existe, c'est la copie du papier. Il y a des accords en plus avec les marques qui achètent des positionnements en première de couve, deuxième de couve, etc. Donc tout ça, c'est respecté. On a 300 jusqu'à 300 produits au sein d'un catalogue papier. Lorsqu'on va sur un catalogue digital interactif, on dit souvent qu'une cinquantaine de produits, c'est déjà beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir. Ça veut dire ensuite que toutes les équipes qui mettent en place les promotions doivent se dire, tiens, quel produit on met en avant, on en a moins, etc. Donc, c'est la personnalisation ensuite qui va venir jouer un rôle intéressant dans tout ça. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir l'ouverture de réfléchir à une stratégie assez diversifiée dans cette direction. Mathieu, vous voulez rebondir? Et même dans l'étude que Raphaël évoque, hein, qui a été faite par Ipsos pour Meta, on voit qu'effectivement, il y a un effet générationnel. Hein, le taux, la préférence au PDF, c'est 54% en moyenne. Sur les cibles les plus âgées, on est à 58%. Donc, on voit que finalement, il y a effectivement un attrait un peu plus important sur ce format historique, on va dire, pour les tranches d'âge plus âgées. Puis si on regarde sur les tranches d'âge plus jeunes, sur les 18-24 ans, effectivement, le format interactif est le format préféré, mais qu'à 52%. Donc effectivement, on sent une tendance qui est plus générationnelle et aussi plus urbaine, hein, c'est 51% sur la région parisienne, mais malgré tout, globalement, on reste dans le 50-50 D'accord, donc pour en tout ça. cas, on Donc, c'est comprend. vraiment important de garder les deux formats parce que finalement, bien en fonction que des utilisateurs, il y a un désir de tous les toujours un formats vont attrait pour cohabiter. ce format. Voilà, tous les formats vont Exactement. cohabiter et c'est pas parce que WePub arrive qu'il faut se précipiter et abandonner certains formats plébiscités par les consommateurs. Exactement. Mathieu, je vous repose une autre question. Aujourd'hui, du point de vue des distributeurs, où est-ce qu'il faut les mettre, ces prospectus digitaux? Est-ce qu'il faut les mettre sur son site web, sur son application, Faut les dans mettre des partout. applications dédiées aux consommateurs? C'est quoi votre politique? Alors effectivement, on voit bien, on va dire qu'il y a deux familles. Il y a tous les emplacements de own media, donc à la fois sur le site internet, sur l'application mobile. Le plus possible aussi mettre des relais in-store, hein, qui reste notre premier point de contact. Et puis il y a toutes les applications externes. Donc ça, c'est par exemple les QR codes. C'est par exemple les QR Exactement. codes qu'on va avoir en caisse et on va inviter les clients Auchan à aller télécharger le Exactement. catalogue sur leur mobile, par exemple. Alors même sur votre frigo, puisqu'on a distribué beaucoup de petits magnettes qui permet justement au client, depuis son frigo, d'accéder au catalogue pour pouvoir sélectionner les promotions de la semaine au moment où il en a le plus besoin. Donc voilà, ça c'est tout, on va dire toutes les own media. Et puis il y a tout un écosystème qui s'est développé d'acteurs comme Bonial, TMDO, qui justement fédèrent des communautés, des boîtes aux lettres digitales qui regroupent finalement l'ensemble des prospectus de la GSA ou de la GSS et qui permet aux clients de ces communautés de pouvoir sélectionner parmi une offre de prospectus digitalisés assez large. Et puis enfin, je dirais, il y a une troisième famille, c'est tout ce qui est messagerie. Alors on va y venir juste après, si vous voulez,
Mathieu, mais on a déjà évoqué pas mal vos propres assets, en tout cas des applications un peu dédiées aux promotions. Et on va revenir sur le message juste après. Hein. Claire, votre point de vue chez Mediapost, où est-ce qu'ils doivent être les prospectus digitaux des distributeurs? Je partage l'avis de Mathieu. Évidemment, ils doivent être partout et évidemment, les retailers doivent capitaliser sur leurs médias propriétaires, les mettre sur leur site web, sur leurs apps. Mais là, on va toucher les clients fidèles et c'est là où il faut aussi être évidemment sur d'autres carrefours d'audience parce que, vous le savez, les consommateurs ne sont pas fidèles qu'à une enseigne, ils ont plusieurs enseignes et ils ne téléchargent pas des applis de l'ensemble des enseignes chez qui ils vont. Donc, si vous n'êtes pas présent sur des agrégateurs d'audience, sur des applis qui consolident plusieurs catalogues, effectivement, vous n'allez capter et fidéliser que ceux qui sont très habitués à interagir avec vous. Donc, il est très important aussi, notamment dans ces temps un peu de crise et de recherche de pouvoir d'achat, de recherche d'acheter, de préserver son pouvoir d'achat, d'être sur ces carrefours d'audience. Chez Mediapost, on a Coty, qui est une application qu'on a lancée en 2016 avec Sogec, hein, pour pouvoir justement proposer à nos clients d'avoir des catalogues digitalisés mis en avant et également des promotions pour pouvoir faire Claire, connaître. vous pouvez nous rappeler les chiffres d'audience de votre propre application dédiée aux promotions? Alors, Coty, c'est une application qui est en cours d'évolution pour pouvoir justement aller capter des audiences plus larges et pouvoir proposer aux enseignes d'y être présentes. D'accord, mais en tout cas, voilà, pour les marques, il y a à la fois leurs propres actifs et évidemment des médias, en fait, hein, pour aller capter les audiences. Raphaël, qu'est-ce que vous recommandez, vous, aux distributeurs? Où est-ce qu'ils doivent les mettre, leurs prospectus digitaux? Alors, je pense que dans un contexte WePub, de toute façon, il faut le rendre le plus visible possible. Donc, un maximum d'endroits, c'est le mieux. C'est vrai que le papier, on ne le remplace pas du jour au lendemain. Donc, tous ceux qui étaient habitués au papier, on a beau les prévenir que maintenant c'est du WePub, maintenant les apps, les catalogues sont disponibles sur le site du distributeur, sur l'application du distributeur, etc. Je pense qu'il n'y a pas de limite, donc il faut avancer là-dessus. Nous-mêmes, encore une fois, Mathieu, on va en parler après sur les applications mobiles, Messenger, WhatsApp, c'est une possibilité. Et puis ensuite, Claire le disait aussi très justement, il faut aller en prospection. Il faut aller sur des médias de découverte. Donc tous les médias qui aujourd'hui affichent une audience significative, ça a du sens d'y publier le catalogue. Ensuite, ça dépend du format. On peut faire de la pub aussi, évidemment, Raphaël. Chez Meta, vous avez des solutions. C'est une stratégie de push et de pull, quoi. Il faut rendre le tract disponible là où les gens le cherchent. Et puis, il faut aussi aller les chasser, leur proposer des portes d'entrée vers ces catalogues digitaux. Et il y a un point juste que je voudrais, sur lequel je voudrais appuyer, c'est que le prospectus papier, initialement, c'est pour générer du trafic en magasin. Donc, 90% du business, alors ça, c'est dans l'alimentaire, hein, mais globalement, 90% du business se fait encore en magasin. Donc, dans le parcours digital, c'est vrai que le prospectus PDF, il a ce rôle aussi, on comprend très bien que c'est pour aller faire ses courses derrière. Sur le parcours digital, peut-être un peu différent vers des listes produits ou vers des sites Internet, il y a toujours, en fait, quelque chose qui n'est pas toujours facile, c'est de respecter le parcours consommateur qui décide de se rendre en magasin. Quelqu'un qui décide d'acheter en ligne sur du drive, sur la livraison à domicile, très bien, mais quelqu'un qui décide d'acheter en magasin et qui se retrouve sur un dispositif drive, c'est pas la même chose. Donc l'omnicanalité, c'est aussi un détail important dans ce contexte. Sujet complexe. Ok. Moi, j'ai une question sur le format du prospectus digital. Évidemment, il y a du texte, évidemment, il y a des photos. Est-ce qu'on peut aussi commencer à parler de format plus vidéo? On voit des expérimentations, notamment en Chine, avec le live shopping. Mathieu, c'est des sujets que j'imagine qu'il faut regarder de très près. On est quand même pas très loin du catalogue avec le live shopping. Il faut donner envie aux gens d'acheter. Alors déjà, le catalogue digital, on essaye de l'animer de plus en plus pour proposer effectivement. On est déjà, d'ailleurs, ce qui explique peut-être encore l'engouement de ce format PDF, c'est qu'on a une contextualisation un peu plus que sur un site de e-commerce un peu froid. Et c'est ce que je pense les gens aiment retrouver sur ce format. Et puis, effectivement, sur les formats... on va aller sur des formats qui vont de plus en plus intégrer du brand content, de la vidéo, de l'explication, des recettes aussi pour nous. Voilà, effectivement, c'est une expérience qui devient de plus en plus riche. De toute façon,
Ce format publicitaire, c'est un format où presque récréatif. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais on est sur des formats, alors sur le digital, on est sur des formats très très courts, hein, des vidéos de 6 secondes, de 12-15 secondes. Une lecture moyenne d'un tract, on l'a évoqué tout à l'heure, chez Auchan, c'est plus de 2 minutes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est sur un moment de consommation d'un format digital qui est long. Nous, c'est quasiment, c'est plus de la moitié du tract qui est en moyenne vu. Donc, c'est un nombre de pages qui est consulté qui est assez important, avec un taux de clic qui demeure assez stable tout le long. Donc, on est vraiment sur une expérience qui plaît. Et puis, on va effectivement vers des formats plus live, avec les social shopping qu'on a déjà pas mal décrit. D'accord. Claire Normand, Loïa, c'est aussi un sujet que vous regardez, vous, le live shopping pour vos clients? Il y a de la demande pour aller dans cette direction? Alors oui, c'est intéressant et au niveau d'un lancement de produit, pour offrir une expérience augmentée, pour des achats impliquants, c'est vrai que c'est des formats qui sont intéressants. Après, nous, on travaille beaucoup sur le local avec des points de vente. Et au niveau du local, là, pour le coup, vous n'amortiriez pas forcément ce coût d'investissement. Donc, du coup, on fait assez peu en local ce type de dispositif. Et après, ce qu'il faut aussi voir, par contre, c'est qu'il faut l'utiliser quand même avec attention, ce type de dispositif, pour des raisons environnementales, puisque tout ce qui est vidéo a quand même un impact beaucoup plus fort. Et donc, lorsqu'on regarde l'analyse du cycle de vie et l'impact environnemental, là, pour le coup, le papier est moins impactant qu'une vidéo ou ce type de format, quoi. D'accord. Raphaël, vous êtes d'accord avec Claire, hein, ça dépend un peu des produits, ça dépend un petit peu des points de vente, ce type d'investissement? Je trouve que c'est difficile de comparer un prospectus qui rassemble jusqu'à 300 produits à un live shopping. C'est vrai que le live shopping, souvent, on met quelques références en avant. C'est souvent pas de l'alimentaire d'ailleurs, c'est souvent quand même des produits électroménagers ou ce genre de choses, ou de la mode bien sûr, mais sur laquelle où on peut en parler pendant longtemps, on peut donner des exemples. C'est des vidéos qui peuvent durer et se transformer en fiches derrière. Donc je pense que c'est difficile de décliner vraiment un prospectus en live shopping. On a vu des exemples, Carrefour et Auchan aussi d'ailleurs, qui filmaient quelqu'un qui feuilletait le catalogue et qui faisait ses commentaires. Bon, alors c'est un format... Oui, on voit ça sur YouTube, des gens qui consultent vos catalogues, c'est étonnant. En public, absolument. Donc bon, c'est intéressant, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu plus loin, je pense que d'une part, le live shopping aujourd'hui, à l'heure de la vidéo à la demande, c'est quelque chose qui peut fonctionner parce qu'il y a des créateurs, des influenceurs et donc un aspect de nouveauté. Je pense que dans le cas d'aller faire ses courses en alimentaire ou même en GSS, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. Donc, je dirais oui et non, mais pas pour remplacer le prospectus papier. Très bien. Alors, on va parler d'un sujet, Mathieu, dont vous aviez commencé à nous en parler, du portage aussi des prospectus dans des applications conversationnelles, et Auchan a lancé ces catalogues, alors que je ne dis pas d'utiliser, hein, sur WhatsApp et sur Meta. C'était quand, l'année dernière Voilà, c'est ça, à peu près un an d'expérimentation, avec finalement aussi une montée crescendo, à la fois sur les contenus qui sont proposés. On a de plus en plus de catalogues. Avant, c'était uniquement les catalogues nationaux, mais on a vraiment l'ensemble de nos prospectus qui s'y retrouvent à la fois. Et donc, je suis chez Auchan, je flash un QR code, et donc ça déclenche une conversation WhatsApp, par exemple, qui va me demander, je crois, mon code postal, et qui va m'envoyer les catalogues correspondant au magasin près de là où je suis. Hein. C'est ça le parcours? Exactement, l'objectif c'est vraiment de proposer une expérience qui soit la plus personnalisée possible, donc autour de ce qui est disponible pas loin de chez vous, et puis qui préfigure d'ailleurs des expériences de plus en plus personnalisées, puisque ces formats de catalogue digitalisés, ils vont se personnaliser même dans leur version PDF. Quand on a imprimé, alors chez Auchan, on a généralement 5 versions pour un même tract. Ça peut être un peu plus important quand on a des tracts qui sont régionalisés comme les foires au vin. Mais voilà, on est assez rapidement limité. On n'a pas ces limites sur le digital. Donc, on va aller vers des expériences qui sont de plus en plus personnalisées. Et puis, il y a un autre enjeu derrière, c'est la nécessité, c'est l'enjeu de la contactabilité. Et ça, c'est aussi des étapes que l'on a franchies avec Meta, de recrutement d'opt-in sur ces plateformes. Alors, sur Messenger, c'est pratiquement maintenant
1 an de retour d'expérience sur la capacité à aller chercher et à ressolliciter des utilisateurs qui ont manifesté la demande. Et puis, plus récemment, cet été, on a lancé la même chose sur Messenger, puisqu'on était parmi les précurseurs sur cette plateforme pour justement proposer une expérience de resollicitation sollicitée par l'utilisateur, de manière à ce que chaque semaine, il retrouve, non pas dans sa boîte aux lettres, mais sur son Messenger ou sur son WhatsApp, la sélection des catalogues de la semaine. Mathieu, vous êtes satisfait de cette expérimentation sur ces canaux? Est-ce que vous auriez vocation aussi à terme à adresser l'ensemble des canaux conversationnels utilisés aujourd'hui par les consommateurs, hein? Je crois que selon Médiamétrie, 73% des Français utilisent désormais une messagerie, donc c'est vraiment un usage de masse. Mathieu, vous pourriez l'élargir? Vous êtes satisfait? Oui, alors on est très satisfait. On est très satisfait parce que, ça répond réellement à des attentes des consommateurs. On le voit, les résultats en termes de consommation, de temps de consommation, de taux de clic sur ces formats, ils sont équivalents à ceux que l'on peut avoir sur d'autres plateformes. Donc on voit, il y a un vrai engouement et on est sur un moment de consommation média qui est long. Et donc, c'est qui répond aux attentes des consommateurs. Ensuite, on voit aussi un taux d'opt-in qui est très important, hein, c'est de l'ordre de 30%. Donc là aussi, c'est des bons indicateurs qui nous aident à finement analyser le fait que ça répond vraiment à une attente. Le petit point négatif, c'est finalement, on voit qu'on répond à l'attente assez fortement, mais d'un nombre assez limité d'utilisateurs. Donc, on est encore dans quelque chose qui grimpe progressivement, mois après mois, semaine après semaine, mais qui, en termes de volume, reste un petit peu éloigné de ce que l'on peut arriver à faire avec... une première étape, Mathieu. Voilà, exactement. Claire, vous avez, j'imagine, suivi de près les expérimentations menées par Auchan, et puis je crois que Carrefour également a un dispositif similaire. C'est aussi une piste intéressante pour vous et pour vos clients? C'est une piste intéressante, mais on est toujours dans un sujet de fidélisation comme ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est ce que dit Mathieu, c'est que ce n'est pas encore un levier d'audience de masse et vous n'allez pas sur de la conquête non plus ou des clients pas très engagés déjà avec votre marque. Donc intéressant. Il y a de la conversation, il y a des chatbots, on explore quelque chose de quand même nouveau. Voilà, et par contre, vous pouvez ouvrir des services différents, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans ce type d'expérimentation, avec des infos supplémentaires sur le stock en magasin. C'est intéressant aussi si on arrive à aller jusqu'au point de vente dans ces interactions pour pouvoir offrir un vrai service complémentaire aux consommateurs. Vous voulez dire avec le chatbot dans le point de vente? Oui, ce serait intéressant de pouvoir avoir des usages encore plus locaux. Est-ce qu'il vous reste de la moutarde? Ça, je suis sûr que c'est une question qu'on pose tous les jours chez Auchan. Ce genre de choses, d'accord. Raphaël, c'est une belle expérimentation ce qui a été lancé sur vos canaux, WhatsApp et Meta. Et si je dis pas de bêtises, la France avec le Brésil et l'Inde est plutôt en avance sur ces sujets, non? Oui, alors en France, le tout premier exemple de prospectus qu'on a vu sur une application mobile, c'était effectivement au Brésil et c'était effectivement Carrefour. Donc ça remonte c'était avant le Covid. Avant le Covid, ouais. Donc c'est assez loin. Et la première fois qu'on a vu ça en France, donc c'était Carrefour effectivement. C'était le moment où Mediapost et Adrexo devaient arrêter de distribuer les prospectus à cause du confinement du Covid. Et donc, du coup, effectivement, ils ont pris exemple sur le Brésil et ils ont mis les prospectus tout d'abord sur Messenger. Donc, c'était le début. Alors, très vite, ils ont réussi à générer des millions de vues avec de l'engagement, avec un retour sur investissement positif. Il y a des cas qui ont eu lieu là-dessus. Ils ont acheté un peu de pub, non, quand même? Bien sûr. Alors, c'est effectivement ce que disait Mathieu en termes de volumétrie, ce que disait également Claire. Alors, WhatsApp est un média de masse. Mais WhatsApp, aujourd'hui, n'est pas encore utilisé de manière massive par les entreprises pour communiquer avec leurs clients. C'est quelque chose qui est en train de se développer considérablement et c'est quelque chose qui doit se faire, bien sûr, dans le respect de la plateforme qui ne veut pas devenir une boîte à spam supplémentaire comme email ou comme d'autres plateformes. Donc, il faut le faire progressivement, il faut le faire de manière intelligente, il faut bien sûr collecter l'opt-in, il faut bien sûr donner à chaque utilisateur l'option de pouvoir
stopper cet opt-in à tout moment pour arrêter de se sentir éventuellement harcelé par la publicité ou par des messages qui deviendraient trop nombreux. Donc, il faut trouver le bon ton, il faut trouver la bonne mesure dans cette direction-là. Et ensuite, effectivement, derrière, sur l'engagement, on voit que l'engagement est très fort, on voit que le taux d'ouverture est plus fort que sur l'email lorsque les personnes ont déjà engagé. Et puis, il y a ce système qui est plus récent qui s'appelle les notifications récurrentes, c'est-à-dire qu'on peut opt-in pour recevoir tous les mardis les prospectus d'une enseigne. Auchan le fait effectivement sur WhatsApp, sur Messenger. Carrefour le fait également. Donc, les dispositifs commencent tout juste. La grande distribution alimentaire s'est beaucoup développée à cause du Covid sur WhatsApp en mettant tout d'abord les prospectus en place. Mais effectivement, le nombre de services qu'on peut prévoir via les chatbots sont beaucoup plus nombreux. Il y a une vraie opportunité. Alors, justement, ça va être ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le chatbot? Parce que là, on voit Mathieu, il s'en sert pour qualifier ses utilisateurs, connaître le magasin le plus proche de chez eux. On peut imaginer beaucoup d'autres usages de cette intelligence artificielle? Alors, je pense qu'on peut décliner en fait tout ce qui se fait en termes de CRM, en termes de relations clients, en termes d'achat, de vente. On peut le décliner sur cette plateforme. On connaît le SMS, on reçoit tous en fait nos textos lorsqu'on se fait livrer pour savoir où en est en fait le colis. On est tous en fait aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux et demain une marque va pouvoir communiquer avec nous sur un produit en particulier qui nous convient parfaitement, nous dire s'il est disponible dans ce magasin-là, et puis bien sûr nous poser des questions sur si on est satisfait ou non, si derrière on a des problèmes ou non. Donc c'est un canal qui est privilégié aujourd'hui, qui est considéré par les consommateurs aussi comme un canal privilégié. Alors, un canal de découverte, un canal de relations clients, ça peut aussi être un canal de vente. Mathieu, vous avez dû suivre l'expérimentation de WhatsApp en Inde avec JioMart. Est-ce que demain le catalogue va devenir en fait une place de marché? Alors, déjà, via le prospectus, ça peut être déjà une place de marché, puisqu'on peut acheter directement depuis ce catalogue. Oui, évidemment, c'est la suite logique. C'est la suite logique que l'on va avoir. Et demain, on pourrait, à partir de votre catalogue Auchan dans WhatsApp, on pourrait réfléchir demain à mettre un produit au panier, voire le payer? Exactement, oui. Et aller le chercher en drive piéton dans un Auchan à proximité. C'est en cours? C'est un scoop? Ouais. Ouais, Vous y réfléchissez? c'est pas une surprise. Ouais, c'est pas une surprise. Hein, Et bientôt demain, avec une mini app, on pourra ouvrir depuis le store, depuis le magasin physique, on pourra commander. Séverine serait ravie de vous accompagner là-dessus. Claire, sur la dimension transactionnelle dans ces environnements-là, c'est aussi un sujet qui vous inspire. Puis au-delà de ça, faire du catalogue plus qu'un espace de découverte, peut-être un espace de vente? Alors oui, je trouve que c'est intéressant puisque ça permet d'avoir un autre endroit, un autre carrefour d'audience sur lequel on peut faire du m-commerce. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que les utilisateurs attendent ça sur ce type de carrefour d'audience, à voir comment ça évolue, puisque vous avez déjà dans d'autres environnements ces possibilités-là. Ouais. Raphaël, on voit en tout cas dans votre groupe, avec Instagram, avec WhatsApp, Meta, il y a une vraie volonté de mettre un pied dans l'univers du commerce électronique. Oui. Alors globalement, déjà, des messages entre nos plateformes et les entreprises, il y en a 1 milliard par jour. Donc, c'est colossal. Il y a WhatsApp for Business qui arrive aussi. Donc, ce sont des usages, il faut leur laisser le temps de s'installer. Effectivement, c'est nouveau. Le caractère intrusif dont parle Claire, il faut faire très attention. À la base, WhatsApp, c'est la famille, c'est les amis. C'est pas forcément une entreprise. Donc, si jamais on laisse une entreprise entrer dans WhatsApp, il faut que ce soit dans certaines conditions et il faut que ces conditions soient respectées de part et d'autre. Donc là-dessus, encore une fois, l'opt-in, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on met en avant. Donc là-dessus, le consommateur ne sera jamais lésé en fait par ce type de messagerie. Il pourra instantanément arrêter en fait de recevoir ces messages. Et puis ensuite, oui, alors il y a l'exemple de JioMart en Inde dont tu parlais, Jérôme, un petit peu plus tôt. JioMart, c'est aujourd'hui un des premiers acteurs où en fait notre expérience d'achat de bout en bout se met en place. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur peut effectivement acheter sur la plateforme son panier de courses. Donc c'est quelque chose qui va dans le sens de l'histoire à partir du moment où il y a une relation de confiance qui est nouée. Et donc demain, effectivement, une marque via WhatsApp for Business peut afficher un catalogue produit sur WhatsApp et donc proposer via peut-être de l'intelligence artificielle un moteur de personnalisation, avoir des produits peut-être qui sont plus adaptés ou qui font
pour faire de la mise au panier et pour faire de la vente. Un dernier tour de table sur après-demain, qui est le sujet qu'on a rapidement évoqué aussi tout à l'heure dans la revue de presse, qui est la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Mathieu, je vois que vous portez des lunettes. Est-ce que vous pourriez demain avoir des lunettes connectées qui feraient apparaître des promotions Auchan dans votre champ de vision? Alors, on pourrait imaginer effectivement ce type de dispositif. Après, pour regoubler par rapport au point précédent, effectivement, in fine, la personne qui va décider, c'est le consommateur. Et on voit bien, les lunettes, ça aurait pu bien marcher il y a quelques années. Et finalement, on voit que ça a été compliqué. Tout ce qui est aussi... les Google Glass. Ouais, et même si toutes les applications par la voix, il y a aussi par la voix, on peut acheter des produits. Il y a des expérimentations qui ont été faites. On voit bien que ça n'a pas pris tout, pas encore. C'est pas aussi massif que certains l'annonçaient. Exactement. Donc c'est intéressant de préparer ces nouvelles expériences. Mais voilà, le juge de paix, in fine, ça reste le consommateur et son adoption de cette technologie. Mais tout ce qui est AR, VR, c'est des sujets qui pourraient arriver chez vous dans cette décennie ou c'est pour plus tard? Alors, on l'a vu en ce moment, si vous achetez des produits Auchan, vous allez pouvoir sur Snapchat avoir une expérience donc c'est déjà une réalité. Assez sympa. Donc c'est déjà une réalité. Là aussi, c'est pour réenchanter un petit peu toutes ces expériences, redonner une dimension qui mixe un peu plus le physique et le digital. Donc gamifier le shopping un petit peu. Exactement. Donc oui, évidemment, ça va s'améliorer. Alors sur certains produits, je pense à le Home Déco, il y a des applications chez des distributeurs spécialisés qui restent très intéressantes. Et voilà, on voit que ça apporte un vrai plus pour l'utilisateur au-delà du côté un peu sympa. Donc dans la galaxie Muliez, il y aura peut-être d'autres magasins, d'autres enseignes qui seront plus en avant sur ces sujets. Ou même en dehors, hein, chez Castorama ou chez La Redoute ou MPM, il y a des choses qui existent qui sont un peu même chez Ikea. Donc, voilà. D'accord, il y a pas mal de choses qui existent. Et sur certains domaines, ça va devenir un vrai plus de pouvoir mixer finalement cette qualité. Claire également, même question. Vous regardez de près ces sujets-là? C'est pour demain ou après-demain? Alors, ça existe depuis un certain temps, ces expérimentations sur tout ce qui est réalité augmentée. On a des offres aussi de courrier augmenté. Le QR code aide aussi à développer ces... Oui, c'est déjà de la réalité augmentée, finalement, le QR code. Et on l'a vu, des marques comme Ikea notamment qui l'ont fait depuis bien longtemps avec une promesse de réalité augmentée pour tout ce qui est positionné dans son logement, les meubles, etc. Donc oui, c'est intéressant pour certaines verticales. Après, ça ne se démocratise pas forcément très rapidement aujourd'hui. Et on le voit quand des annonceurs le font, on est plus sur des sujets de communication encore beaucoup que sur une adhésion très forte des consommateurs. Donc, c'est intéressant, ça peut correspondre à des besoins, mais aujourd'hui, on ne voit pas, même s'il y a plus d'accélération avec le QR code, on ne voit pas encore les impacts consommateurs réellement. Raphaël, le présent pour Meta, ce sont évidemment ces applications de messaging. Le futur, ça passera par l'AR, la VR. Oui. D'où le changement du groupe, d'ailleurs. Hein. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est déjà le cas. On voit Sephora, chez Michael Kors, chez Made.com, on voit déjà des usages concrets en fait de la réalité augmentée. Oui, des essayages virtuels, des choses comme ça. Exactement, des essayages. Donc il y a même aujourd'hui déjà des cas qui montrent qu'en termes de business, ça fonctionne. Ça apporte aussi une certaine image innovante pour la marque qui déploie tout ça. On voit beaucoup des filtres et tout ça en haut de funnel, donc c'est encore quelque chose de très différent. Mais on considère en tout cas que c'est la première porte, c'est le premier pas en tout cas vers effectivement peut-être le métavers plus tard. On sait que c'est une vision qui s'installe dans 15 à 20 ans. Donc aujourd'hui, en fait, dans notre discours, c'est pareil, c'est quelque chose qui arrive, on en est sûr. Mais voilà, il faut y aller étape par étape. Et on peut en tout cas déjà acheter des Quest ou des Ray-Ban Stories pour découvrir toutes ces innovations et elles sont déjà en vente. Hein, donc, ça ira peut-être plus vite que 15 ou 20 ans. Je vais demander à tous les quatre un petit mot de conclusion et puis on va demander peut-être à Christophe aussi de nous rejoindre. Mathieu, ça serait quoi votre conclusion, votre hashtag de conclusion de nos échanges?
Moi, le hashtag, peut-être, c'est le client first, quoi. C'est finalement adapter et proposer des nouveaux dispositifs qui répondent aux attentes de tous nos clients, quelle que soit leur appétence par rapport à ces différents sujets, plus ou moins technologiques. Voilà. Client first. Très bien. Et encore merci, Mathieu, pour votre participation. Puis on invite tout le monde à aller faire ses courses chez Auchan, évidemment. Ouais. Claire, un hashtag de conclusion. Alors moi, c'est Mix Media, puisque évidemment, en fonction des cibles et en fonction du profil, il faut adapter son mix avec une communication on et off pertinente. Merci. Et puis on invite une fois de plus tout le monde à découvrir les solutions Mediapost qui aident à la transformation du secteur de la communication locale. Je vais bien résumer vos métiers. Tout à fait. Raphaël, un hashtag de conclusion également. Pour moi, ce serait test and learn. Globalement, surtout sur le chapitre de la digitalisation du prospectus, rien que sur nos plateformes, il y a énormément de choses à tester, des plus simples aux plus complexes. Ça prend du temps. Il faut de nombreuses campagnes pour trouver les bons réglages. Donc, il faut prendre ce temps et puis il faut surtout s'intéresser aux différents modes d'affichage que sont à la fois le PDF, mais aussi les versions les plus dynamiques. Et quand je parlais de 15-20 ans, je parlais effectivement d'aller vraiment faire ses courses dans le métavers. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses très concrètes qui peuvent se faire et être nombreuses. Et on invite tout le monde à offrir un Quest à Noël à ses amis. Comme ça, on pourra plonger tous ensemble dans le métaverse. Christophe, un mot de conclusion pour ces échanges. Ce n'est pas une révolution, mais une transformation. Donc, effectivement, je pense que c'est important de tester, de se donner du temps et surtout de ne pas oublier le consommateur en chemin. Voilà. Et en tout cas, c'était très intéressant d'avoir ces 3 points de vue, je pense, très complémentaires les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que selon les uns et les autres, on peut parler de tracts, d'imprimés publicitaires, de prospectus, de catalogues promotionnels. Il y a déjà une grande richesse de vocabulaire dans ce secteur-là. Et en tout cas, on voit aussi tous les sujets qui seront couverts par ta commission au sein de l'Alliance Digitale. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir suivi également nos échanges sur les différents réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver dans quelques heures le replay de cette table ronde sur YouTube et sur LinkedIn et sur Facebook et sur Twitter, je crois. Prochain rendez-vous le 20 octobre sur un sujet complémentaire qui est le Drive to Store, plutôt dans cette logique de ciblage, d'activation et de mesure. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.